Tout est politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Comment construire un islam totalement compatible avec les valeurs de la République? C'était la question que posait Manuel Valls au Sénat il y a 15 jours. Place cette semaine aux travaux pratiques et ça s'est passé à la Grande Mosquée de Strasbourg. Mickaël Darmon, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, c'est l'islam de tous, pour tous, à la fois la droite, la gauche. C'est la nouvelle compétition entre majorité et gouvernement qui lance peut-être le Grand Prix de l'islam. À l'étranger, c'est une situation incroyable, voire inimaginable. Ce coup de poker, ou est-ce une tentative ridicule de la part de Benjamin Netanyahou qui tente de forcer la main de Barack Obama sur le dossier nucléaire iranien en montant en catimini une conférence? Christian Mallard, bonjour. A-t-il réussi son coup? Oui, enfin, il joue à qui tout double, c'est-à-dire soit il fait en sorte qu'il n'y ait pas d'accord sur le nucléaire avec l'Iran et il est réélu le 17 mars prochain, soit il y a un accord et il risque aussi de ne pas être réélu. Donc c'est vraiment qui tout double. Tout est politique, à droite comme à gauche, un islam apaisé. Manuel Valls s'est exprimé devant des responsables musulmans à Strasbourg. Le Premier ministre veut s'attaquer à la formation des imams et stop au soutien systématique des États étrangers. On l'écoute. L'État ne s'occupera pas de théologie. Il n'y aura pas de loi, il n'y aura pas de décret, il n'y aura pas de circulaire pour dire ce que doit être l'islam. Il n'y aura pas de tutelle, pas de privilège particulier. Jamais l'État ne prendra le contrôle d'une religion, d'un culte. Qu'est-ce que veut faire Manuel Valls avec ce nouvel islam en France? D'abord, ces propos sont d'une généralité telle que, évidemment, on se demande finalement pourquoi ils sont prononcés de cette manière-là. La réalité aujourd'hui du plan gouvernemental, c'est tout simplement d'arrêter ce qu'on appelle le CFCM consulaire, tel qu'il a été organisé par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire donner dans chaque responsable du CFCM aujourd'hui l'influence étrangère qui existe, c'est-à-dire la place pour les Algériens, la place pour les Marocains, la place pour les Turcs. Que tout soit réuni. Et le fait surtout que la conséquence de cela, c'est que chaque pays envoie des imams dans les mosquées françaises. Souvent, bien souvent, ils ne parlent pas le français, ils ne sont pas intégrés dans les quartiers. Et ce ne sont pas des imams qui, sans être soupçonnés d'être sur des propos anti-républicains ou même violents, ce ne sont pas des imams qui sont dans une démarche d'organiser un relais dans leur environnement, dans leur quartier, auprès des musulmans français pratiquants. Et c'est ça le grand problème. Arrêter ce système de l'islam détaché, qui est beaucoup plus sensible qu'on veut bien le dire, et d'autre part, élargir la consultation aux associations et aux réseaux nouveaux de l'islam de France. Les propos de M. Valls, qui dit qu'il ne faut pas définir le nouvel islam en France et tout, ils sont assez creux. Parce que finalement, nous sommes dans un pays laïque. Est-ce qu'on n'a quand même pas le droit de dire l'islam de France doit être fait de telle ou telle façon? On est dans la République française. L'histoire de l'organisation des religions en France passe par une démarche coercitive de l'État. Quand Napoléon dit aux Juifs de France, vous allez créer le consistoire, il va être créé comme ça, 1, 2, 3, 4. Vous allez trouver un lien doctrinal pour être en lien avec la République. Il donne la feuille de route. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus sensible. Mais la réalité est la même. L'histoire de la formation, on a perdu des années. Figurez-vous qu'en 2007, l'Institut catholique de Paris a proposé qu'il y ait une formation des imams fait en termes de diplôme universitaire. Polémique, réticence, blocage, verrouillage, rien. Pourquoi? Parce qu'à la fois du côté des instances musulmanes et du côté même de certaines de la communauté universitaire et éducative, on ne voulait pas le faire. Alors aujourd'hui, il y a une espèce de vague diplôme universitaire qui est censé former les imams. On a laissé pendant des années un certain nombre de musulmans s'autoproclamer imams. Moi, j'en ai rencontré un jour, je ne sais pas s'il est là encore aujourd'hui, au Mureaux, qui est un ancien chauffeur de bus et qui était devenu un imam des Mureaux. Vous trouvez ça normal, la façon dont on les... Non, mais ça n'est pas normal. La question est comment on réorganise, parce que bien évidemment, l'État va être présent. Bien évidemment, il y a une démarche gouvernementale. Sinon, à quoi cela servirait-il que, à la fois, Bernard Cazeneuve la semaine dernière et donc Manuel Valls cette semaine se déplacent dans des lieux liés à l'islam de France? Alors, au même moment, vous avez un Nicolas Sarkozy qui, lui, est allé dans ce fameux CFCM, Conseil français du culte musulman. Il est allé rendre visite à Dalil Boubaker. Donc, du coup, à droite comme à gauche, on s'épanche sur cette question-là. Elle est cruciale aujourd'hui. Elle est cruciale et elle est
complètement, je dirais, pardonnez-moi, accessoire à l'égard. Nous démarrons une campagne départementale. Tous les sondages, tous les messages laissent entendre que la colère électorale française va être assez forte et va donner la prépondérance électorale donc au Front National. Comme par hasard, pourquoi faut-il qu'à chaque fois qu'une campagne électorale démarre, comme en 2012, ça soit la question de l'islam au centre. En 2012, la campagne présidentielle démarre et de quoi parle-t-on? Du halal. En 2015, la campagne départementale démarre et de quoi parle-t-on? De l'islam. Pourquoi? Le même jour, parce qu'au fond, les vrais sujets, on n'ose pas les faire. Mais est-ce que la droite et la gauche ne se marchent pas sur les pieds là-dessus? Vous savez quel est le vrai sujet? Quel est le vrai sujet dans les campagnes et dans les périphéries déconnectées? Qu'est-ce qu'on dit? On dit on nous laisse crever, on n'a pas d'internet, on n'a pas de chômage, l'usine ferme. Et si tant est qui s'intéresse aussi de ce point de vue-là à la situation géopolitique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les islamistes prennent les chrétiens et les emprisonnent ou les égorgent. Et que se passe-t-il? Ça, c'est la vraie déconnexion entre une classe politique qui fait de la politique spectaculaire. Manuel Valls et Nicolas Sarkozy font de la politique spectaculaire et ne s'emparent pas des vrais sujets. Ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble sur ce problème de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à un point où ils se disent... non, c'est le même jour, ils ont choisi le même jour. Vous voyez bien que la culture française montre bien... Ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables. Le temps, pardonnez-moi, c'est vrai que je rends grâce à votre idéalisme. Non, pas l'idéalisme. Les mois du 11 janvier n'existent plus. C'est terminé. Donc chacun a repris son activité pour le plus grand mal de la société française. J'avais une petite question. Le fait que Manuel Valls aille à Strasbourg avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, le message politique, il est quand même clair, c'est que l'islam est lié à l'éducation et à la sécurité? Que l'islam est lié effectivement à l'éducation, à la sécurité, parce que vous avez un message consubstantiel de Manuel Valls, qui d'ailleurs, il a répété à la sortie de Strasbourg, à la mosquée, en disant qu'il établissait un lien entre la montée de l'extrême droite et de l'islamisme radical, ce qui est là aussi absolument étonnant, parce que franchement, est-ce qu'on peut avoir une journée sans que Manuel Valls parle du Front National? Là, le seul corpus qu'il a en bouche, c'est le Front National. On le voit avec François Hollande, on le voit avec les hommes politiques qui ont passé une semaine à défiler dans le salon d'agriculture qui est devenu le salon du Front National. On ne parlait que de ça. Or, en réalité, les Français, leur principale préoccupation, c'est l'économie, c'est le chômage, c'est la déconnexion des territoires, c'est comment être connecté sur aujourd'hui et ne pas être enclavé, alors qu'aujourd'hui le monde bouge et qu'il le voit uniquement à travers la télévision. Et la France ne bouge pas. Allez, tout est politique. Benjamin Netanyahou qui s'invite à Washington. Le nucléaire au cœur de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Le Premier ministre israélien s'est exprimé au Congrès pour dénoncer l'accord que Barack Obama espère conclure au plus vite avec l'Iran. Il a été ovationné après 41 minutes de discours. On écoute un extrait. Avant de lever les sanctions, le monde doit demander 3 choses à l'Iran. Premièrement, arrêter l'agression contre ses voisins au Moyen-Orient. Deuxièmement, cesser de soutenir le terrorisme à travers le monde entier. Et troisièmement, arrêter de menacer mon pays, Israël, le seul et unique État juif. Conviction ou dans le calcul électoral? Les deux. Les deux, parce qu'on est à 2 semaines de l'élection israélienne et qui joue un peu son va-tout en disant il y a des problèmes sécuritaires pour Israël, l'existence même d'Israël est menacée par un éventuel Iran qui se serait doté de la bombe nucléaire. Donc on voit bien, et en même temps il y a des convictions sur le fond. Quand il dit arrêtez de discuter avec cet État qui menace le terrorisme dans la région et tout. Encore une fois, c'est la nature, c'est pas le peuple iranien qui est mis en cause, c'est la nature de ce régime, je le répète, qui est un suppôt du terrorisme avec le Hezbollah, le Hamas, aux frontières d'Israël, et puis qui en même temps veut montrer qu'on peut jouer avec les Américains quand on a le même ennemi commun qui est Daesh, donc l'État islamique en Irak. Est-ce qu'on peut demander aussi là, que des dirigeants israéliens choisissent
finalement. Où Israël est un petit pays qui est sur le point d'être exterminé tout le temps parce qu'il est entouré d'ennemis. Mais c'est une démocratie, Ou c'est une puissance, c'est une démocratie, militaire et nucléaire qui a fait passer le message dans le monde entier, et en particulier dans sa région, et qui en fait n'est pas menacé. Vous m'avez dit la semaine dernière, il n'est pas menacé. Alors, attendez, je vais quand même préciser les choses. Je vais apporter un peu d'eau. On arrête avec la menace de l'existence de l'État d'Israël. Israël, tout le monde sait, est intouchable parce qu'elle a les moyens de se défendre. Est-ce que je peux apporter un peu d'eau à votre moulin? Je vais apporter un peu d'eau à votre moulin. Avec plaisir. Ça va vous faire plaisir, vous allez pouvoir boire. Bon, je vous explique. C'est sûr, moi je suis convaincu que les Iraniens veulent se doter de la bombe nucléaire pour pouvoir assurer un moyen de dissuasion et assurer la survie de leur régime. J'ajouterai une chose, vous êtes peut-être au courant, l'ayatollah, enfin l'imam Khamenei, le guide de la révolution iranienne, a un cancer de la prostate qui est au stade 4, métastatique. Les médecins lui laissent 1 an et demi. Il y a une course à la succession qui est engagée, mais simplement, ce guide de la révolution se dit, si moi aujourd'hui, j'ouvre les portes, je passe un accord, il va y avoir une ouverture, une forme de perestroïka qui va se dégager de tout ça, et moi, je pense que la nature du régime et sa stabilité sont menacées. Alors, les Iraniens ont toujours été des expansionnistes. Le Shah, je vous l'avais dit la semaine dernière, vous laisse doter du nucléaire aussi, à des fins militaires ou civiles, je ne sais pas. Alors, c'est sûr, quand les Iraniens voient Israël qui a la bombe, qui voient que l'Inde a la bombe, l'Afrique du Sud, sauf le Pakistan, où là c'est un vrai danger, parce que les talibans peuvent se procurer. Bon, alors là-dessus c'est vrai. Alors, je pense qu'en effet, les Iraniens veulent cette bombe pour un moyen de dissuasion, parce qu'ils savent pertinemment que si demain ils vont attaquer Israël, ils sont rayés de la carte. Un tournant majeur Non, pas de tournant majeur. Magnifique. Pas de tournant majeur. Mais il y a quand même un problème avec la nature de ce régime, qui, je le répète, est un suppôt du terrorisme. Voilà, mais c'est quand même un suppôt. Reconnaissez que c'est un suppôt du terrorisme. Je reconnais que, comme beaucoup de pays dans cette région, on a joué double jeu. Aujourd'hui, la dernière question dans votre partie, Christian. Aujourd'hui, du coup, est-ce qu'il y a une remise en question du fameux soutien inconditionnel des États-Unis envers l'État d'Israël? Il y a eu beaucoup de jeux de parole. Là, il y a un clivage. Là. Il y a un gros clivage, on en a parlé déjà plusieurs fois. Simplement, moi, je note un lapsus pour moi qui est très révélateur. Susan Rice, qui est la numéro 1 du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, du National Security Council, a voulu reprendre une phrase de Ronald Reagan qui, au moment où il négociait avec Gorbatchev, avait dit sur le désarmement « Trust but verify ». Faites confiance, mais vérifiez. Et Susan Rice, bon, ça peut arriver à tout le monde, les lapsus, à moi comme à vous, elle a dit hier « Distrust but verify ». Ne faites pas confiance, mais vérifiez. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose dans le subconscient. On va dire que tout est non dit. Tout est non dit. Allez. De ce point de vue-là. Allez, toutes les images de la semaine. Christian, on reste avec vous. Votre image de la semaine, c'est l'appel historique lancé par le leader du PKK, le Parti travailleur du Kurdistan, Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan est en prison sur une île au large de la Turquie depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une guerre qui s'était déclarée entre la Turquie et ce parti kurde essentiel. 40 000 morts en 31 ans. Et aujourd'hui, Öcalan appelle le PKK à désarmer totalement. Et là, je me dis aujourd'hui, c'est historique. Et M. Erdogan, le Premier ministre turc, est au pied du mur. S'il refuse la main tendue des Kurdes, moi j'en conclurai, à mon modeste niveau, qu'il ne veut pas la paix avec les Kurdes et qu'il ne veut pas les intégrer. Et ça serait bien dommage. Michael, votre image de la semaine, c'est la chanson des enfoirés, toute la vie. On écoute d'abord un petit extrait. Michael, on s'est battu, on n'a rien volé et ça suscite une polémique là. Oui, et je dois dire à juste titre, parce que pour la première fois depuis bien des années, il y a un ratage là dans cette chanson des Enfoirés. Écrite par Jean-Jacques Goldman. Écrite par Jean-Jacques Goldman, attention, l'intouchable, mais on va en parler. Et il y a un clivage générationnel qui est installé, avec une génération qui effectivement a été celle qui a dilapidé beaucoup de choses, qui a entretenu une forme de fable française, même si ces gens-là font partie de ceux qui ont quand même beaucoup interpellé, pour dire maintenant, débrouillez-vous, voilà, on vous laisse les dettes.
planète, on vous laisse les problèmes, on vous laisse une planète qui est en train de crouler sous les problèmes de réchauffement, eh bien, débrouillez-vous. Vous avez toute la vie pour régler les problèmes. On peut comprendre qu'effectivement, les gens s'énervent. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. C'est au fond la fin de ce consensus autour des enfoirés et autour de la personnalité de Coluche. On le voit avec la bagarre qui également lance celle de, au fond, peut-être le dernier héritage mitterrandien entre Jacques Attali et donc Jean-Jacques Goldman, puisque Jacques Attali se répand en disant publiquement « j'ai toujours détesté les enfoirés » et ce qu'ils viennent de faire est très vulgaire. Il a fait dans un tweet qui fait évidemment beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la personnalité de Coluche, qui pose le problème à tout le pouvoir mitterrandien, parce que Coluche, c'est la loi RMI, ça veut dire que c'est exactement le fait qu'il n'y a pas eu de capacité à changer la vie. Bien au contraire, les SDF, la loi RMI, les Restos du Cœur apparaissent sous la gauche, apparaissent avec Mitterrand. Quelque part, les enfoirés en permanence renvoient Jacques Attali à la mauvaise conscience, ce qu'on a raté. Et donc du coup, il a peut-être raison de ne pas les aimer. Mais ce qui est intéressant, je termine juste là, c'est qu'effectivement, 2016 seront les 20 ans donc, du décès de François Mitterrand, et on va beaucoup parler de l'héritage. Et là, on voit bien que quelque part, ça commence. Qu'est-ce qu'a laissé François Mitterrand dans tout ça ? Est-ce que les Français se sentent vraiment concernés par cette affaire des enfoirés alors qu'il y a On en parlera. Ils viennent énormément au concert et ils donnent énormément. Donc, on en parlera la semaine prochaine et dans bien d'autres émissions. Merci messieurs. Merci. Juste après les infos, on se retrouve avec notre invité Hervé Morin, ancien ministre de la Défense. À tout à l'heure.